On passe à la partie 2, numérisation du signal sonore capté. Donc, on va utiliser un échantillonneur bloqueur. L'échantillonneur bloqueur prélève des échantillons dans notre signal analogique pour donner des valeurs numériques par la suite. Donc, l'expression mathématique du signal échantillon est SE de t est égal à SE de NTE, puisqu'on prend à chaque valeur de TE, TE de TE3 et TE, etc., on prend des valeurs de S de T. Donc ça me donne S de NTE est égal à combien? Est égal à S de T, notre signal analogique, la valeur de mon échantillon, multiplié par le penny de Dirac. Le penny de Dirac, on l'a déjà vu, c'était des valeurs comme ça. C'était des impulsions qui sont plus courtes que ça, bien sûr, plus étroites que ça. Et on avait appelé ça peine de Dirac. Convolué avec la fonction porte. Donc la fonction porte ici, elle représente le, euh, le bloqueur. Parce que le peine de Dirac, c'est une impulsion qui est très étroite. Et le bloqueur, il va bloquer le signal pendant un certain temps. Voilà. Donc, euh, donc c'est une multiplication temporelle entre S de t et le peine convoluée, produit de convolution, avec la fonction porte. Donc ça, c'est l'équation donnée et on va l'utiliser. Avec la fonction porte, bien sûr, c'est 1 entre 0 et tau. Voilà, ici, c'est 1. Et bien sûr, le reste, c'est 0. 0 ailleurs. Donc la fonction porte, ici, c'est noté pi tau. Tau, c'est la valeur de tau. Par la suite, bien sûr, on va voir qu'elle est égale à TE. Alors, le peine de Dirac, c'est une somme d'impulsions retardées. On a déjà vu ça au cours, donc n variant de 0 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est delta, c'est l'impulsion de Dirac, minuscule, c'est l'impulsion de Dirac. Quand n est égal à 0, vous aurez une impulsion ici, ici. Quand vous décalez de n de 1, de TE, l'impulsion va passer ici, etc. Voilà, donc ça, on a déjà vu au cours, il n'y a pas de problème. La question c'est 17. Montrer que le module de la transformée de Fourier de la fonction porte est transformée de Fourier de la fonction porte dont la durée est tau, c'est tau, sinus cardinal de pi f tau. Donc ça c'est une question classique qu'on a déjà traitée, dans le cours, qu'on a déjà traité dans les anciens examens. Donc c'est la transformée de Fourier d'une impulsion. Donc la transformée de Fourier, tout simplement, c'est une intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de ma fonction porte exponentielle moins j oméga t. Donc ça se réduit à des 0 à tau, puisque là, par la suite, c'est pas, le reste c'est 0. Et S de t est égal à 1. Voilà, on a dit j'ai ça, 1. Donc 1 sont sur là, et il me reste uniquement l'exponentielle, donc c'est très simple. Donc l'exponentielle intégrale, c'est 1 sur j oméga, et l'exponentielle reste la même, toujours de 0 à tau. Donc je remplace t par tau, et t par 0, donc exponentielle de 0 c'est 1. Donc 1 sur j oméga, exponentielle j oméga tau. Donc bien sûr là c'est ce qu'on avait vu au cours. Il y a d'autres méthodes bien sûr, mais c'est de multiplier par j oméga tau sur 2 et par moins j oméga tau sur 2 et par plus j oméga tau sur 2. Et on va faire entrer le moins. Il me reste la moitié et ici moins la moitié. Il y a ici quelque chose qui cloche. C'est quoi? Il manque un moins ici. Voilà. Donc je vais l'ajouter. Vous pouvez le corriger chez vous sur le fichier que je vous donner. Commentaire, on va faire machine à écrire et je vais ajouter ici un moins. Voilà. Je vais le poser un petit peu ici. Voilà. Alors, et ça me donne, je multiplie par le moins. Vous voyez, le moins il est corrigé ici, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas le moins qui est là. Donc je reviens vers mon rectangle. Voilà. Et je fais entrer le moins. Pardon, je fais entrer le plus et le moins reste à l'extérieur. Voilà. Donc ici, moins, je fais entrer le plus, j'avais dit. Donc plus un demi ici, 1.
Ça me donne moins 1 demi, voilà. Et ici, 1 tout seul, c'est neutre, il reste plus 1 demi. Et à l'extérieur, il reste le moins j oméga tau 1 demi. Voilà. Alors, ça c'est quoi? Ça me rappelle un sinus. Voilà, donc ça c'est un sinus. Bien sûr, c'est plus, moins, moins, voilà. Exponentielle euh, plus j oméga de certain, parce que ce moins, je vais le faire entrer. Et je vais diviser par 2j. Donc le 2 bien sûr, ça vient de pi f ici. Et ça me donne un sinus, tout simplement. Donc ici, j'ai un sinus de pi f tau. Donc pour garder la même chose au même dénominateur, pour avoir mon sinus cardinal, eh bien, je vais multiplier ici par tau et je vais ici multiplier par tau. Pardon, je vais multiplier par tau et diviser par tau. Donc ça va me donner un sinus cardinal et multiplié par tau, tout simplement. Le module, bien sûr, ça c'est la représentation exponentielle d'un nombre complexe. C'est z est égal à z module exponentielle z, l'argument de z. Donc ça c'est l'argument et ça c'est le module. Donc tout ça c'est le module. Voilà. Donc ça fait tau sinus cardinal de pi f fois tau. La fin de la démonstration. Alors, 18, sachant que le transfert Fourier de Peine du Dirac, c'est aussi un Peine du Dirac, mais en fréquence, multiplié par FE, il ne faut pas l'oublier, de 0 à l'infini. Ça, c'est une impulsion de Dirac, mais en fréquence, dans le domaine de la fréquence, décalée à chaque fois de FE, la fréquence d'échantillonnage. Donc, dans le cas où tau est égal à tau, TE montrait que le spectre, c'est ça. Voilà, donc le principe, c'est simple, bien sûr, on va faire la démonstration, ça sort dans le cadre de notre programme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit de changer ce qui a changé, c'est-à-dire la multiplication devient, le produit normal devient un produit de convolution, et le produit de convolution devient un produit normal lors de passage du domaine temporel au domaine fréquentiel. Donc, je reviens ici vers ma valeur de... Voilà, ça c'est la multiplication dans le domaine temporel. Quand je passe au domaine fréquentiel, donc ça devient produit de convolution, et ça devient produit normal. C'est ce qu'on va voir à la question 18. Voilà ma formule. Vous avez, quand on passe du domaine temporel au domaine fréquentiel, le produit simple devient un produit de convolution, c'est ce que je viens de dire, et le produit de convolution, l'étoile, devient un produit simple. Donc, dans le domaine fréquentiel, on aura donc SF convolué, donc le point devient une convolution avec la transformée de Fourier d'un peine de Dirac qui a déjà été donné, c'est-à-dire c'est euh, c'est un peine du Dirac, c'est un peine dans le domaine fréquentiel, convolué avec pi, pour fonction porte, pardon, donc ça devient un point, voilà. Le l'étoile devient un point, voilà. Euh, donc, le produit de convolution entre ce que je viens de dire, entre la fonction de transfert, entre notre signal, le spectre du signal dans le domaine fréquentiel, non échantillonné, multiplié par le peine du Dirac, convolué, pardon, multiplié par la transformée de Fourier de la fonction porte. Ça on connaît. Déjà, on l'a déjà mis. Donc, il suffit de multiplier par SE. On sait encore une autre chose, c'est que le peine du Dirac, quand on passe à la multiplication dans le produit de convolution, ça devient un élément neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai le droit, au lieu de delta ici, je lève delta et à sa place, je mets, euh, j'enlève delta et à sa place, je mets S. Voilà. Donc FE, ça reste FE. S, ça entre à la place de delta.
c'est cela qui va me donner la périodisation du spectre, parce que le spectre, il va se répéter autour de multiples de FE, multiplié par la transformée de Fourier de la fonction porte qu'on a calculée tout à l'heure. C'est celle-là. Alors, donc FE, euh, S qui se répète autour de NFE multiplié par le spectre, ça veut dire tau fois sinus de pi f sur F. Donc c'est juste un travail de remplacement en fait. Bien sûr, il faut se connaître cette loi-là. Et bien sûr, cette loi-là. Le S se remplace le delta. Voilà. Donc ça me donne, il faut oublier, enlever cet égal, c'est répété, il n'y a pas de problème. Donc ça me donne euh, sigma de 0, de n est égal à 0 jusqu'à l'infini de mon spectre qui se répète autour de FE multiplié par un sinus cardinal. Et c'est quoi un sinus cardinal? C'est une sinusoïde amortie, comme ça. C'est une exponentielle qui va faire comme ça. C'était demandé à la question 19, tracer le spectre. Ça, c'est le spectre de SF. Donc, ce spectre il va se répéter, mais il va être atténué. Donc, ça, c'est le sinus cardinal. Et le spectre qui se répète autour de NFE. Donc, FE, 2FE, 3FE, etc. Il n'y a pas de problème, ça, on a déjà vu. Voilà. Donc, maintenant, on passe à l'étude de l'échantillonneur bloqueur. Voilà, vous avez le principe, c'est que quand on ferme, le condensateur se charge. Quand on ouvre, eh bien, le condensateur, il garde la valeur constante. C'est le principe simple. Ça, c'est juste un suiveur. Ça, c'est juste un suiveur pour que le condensateur ne se décharge pas. Donner la plage de tension analogique d'entrée de l'échantillonneur bloqueur. Donc, bien sûr, ça, on va le prendre sur le document constructeur qui est donné en bas. Eh bien, c'est supply voltage, c'est plus ou moins 18 volts. Donc, c'est moins 18 volts à plus 18 volts. Alors, la question 21, donner la valeur de l'impédance d'entrée. Que peut-on dire de l'adaptation en entrée de ce circuit? Donc, l'impédance d'entrée, input impédance, c'est 10 à la puissance 10. Donc, c'est bien une très grande impédance. Donc, il y a vraiment une adaptation d'impédance. Question 22, pour une capacité de maintien CH, c'est là, et de 10 nanofarad, trouver le temps d'acquisition à 0,1%. Donc, il n'y a pas de problème. On va prendre ça sur le schéma d'acquisition qui est donné dans le document constructeur. Donc, la valeur du condensateur, faites attention, c'est donné en nanofarad, alors qu'ici, c'est donné en microfarad. Donc, 10 nanofarad, si je divise par 1000, 10, ça veut devenir 0,01 microfarad. Donc, je prends ce point-là. Et bien sûr, euh, je prends la courbe qui est à 0,1%, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Trouver le temps d'acquisition à 0,1%. Donc c'est cette courbe-là, au milieu. Celle-là, c'est 1%. Il ne faut pas se tromper. Celle-là est à 0,1. Donc si je fais une projection ici, là, c'est une échelle logarithmique, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et de 10 jusqu'à 100, ça veut dire je vais par 10. 10, 20. Donc ça me donne bien 20 microsecondes. Voilà. Il est où? Ah voilà, 20 microsecondes. Après, on passe à la question 23. Dans le schéma simplifié de l'échantillonneur bloqueur, la fermeture de l'interrupteur K entraîne la charge du condensateur à travers une résistance de R est égale à 600, celle-là. Sa charge finale est au bout d'une durée appelée temps d'acquisition du circuit, 3 RCH. Ça veut dire temps, la constante du temps. Donner le rôle des deux amplificateurs opérationnels à l'entrée de la sortie du montage. Donc ça c'est juste ces deux amplificateurs-là, c'est juste de montage suiveur. Voilà, il est où?
C'était fonction suivante, bien sûr, pour faire la datation d'impédance. La question suivante, elle est simple. Donner la valeur, on a déjà dit. Là, dans l'équation différentielle. Donc, si je fais un interrupteur ici, eh bien, j'aurai une équation différentielle. Ça veut dire que VE, qui passe ici, VE est égal à UV de T plus R fois I. Je connais la relation entre le courant et la tension dans un condensateur, c'est CDI sur DT. Euh, donc, ça me donne bien une équation différentielle. Donc, RC fois D VE de T sur DT plus V de T. C'est une loi des mailles normale. Bien sûr, VE est égal à E, puisque à ce moment-là, quand on ferme, eh bien, la tension, on obtient une tension ici constante. Question suivante. Euh, calculer, ça c'était la question 24, maintenant 25. Pour une tension analogique d'entrée VE de T est égale à constante, exprimer V de T en fonction de R, C et E, sachant que V de 0 est égal à 0. Donc en fait, la question 25, c'est de résoudre cette équation différentielle de la question de 24, pardon. C'est de résoudre l'équation différentielle de la question 24. Alors, si on fait un interrupteur, bien, on obtient VE de t, c'est une constante, c'est égal à E. Il possède deux solutions. Donc, il suffit de résoudre l'équation différentielle. C'est quelque chose que vous avez déjà vu en maths. Il possède deux solutions. La première solution, c'est la solution particulière. La solution particulière, c'est que si je fais ici E, la dérivée de E du constante est égale à 0. Il me reste E est égal à E. Donc, c'est bien une solution particulière. Après, on passe à la solution sans second nombre. Ça veut dire que ce deuxième nombre, on va l'annuler. Il va être égal à 0. Donc, RC fois dVt sur dt plus V de t. Donc, je passe V de t de l'autre côté. Pardon, je fais dV, je passe V de t. Et je le remets ici. Ça me donne dV sur V de t. Et dt multiplié en haut et divisé par RC. Voilà. Pour éliminer le d, ici dc, il suffit d'intégrer la dérivée, l'intégrale de la dérivée, c'est la fonction elle-même. Donc la dérivée de v de t, c'est connu, c'est ln de v de t, et rc, c'est une constante, donc ça me reste t. Le dt s'enlève, ça me reste bien sûr plus une constante. Alors, maintenant, je vais la solution sans second membre, c'est exponentielle, puisque pour enlever le logarithme, parce que je veux garder uniquement v de t, pas ln de v de t, donc exponentielle ici, puisque c'est un logarithme népérien, donc exponentielle tout ça, bien sûr, v de t, l'exponentielle de ln c'est v de t, voilà, et l'exponentielle de tout ça, 1 sur rc moins t sur rc plus une constante est égal à exponentielle moins t sur rc, exponentielle de la constante, puisque ici, attention, il y a un problème ici. C'est un point. Donc je vais enlever ça. Et je vais mettre un point ici. Je dois le corriger. Je mets une... Voilà. Donc j'ai corrigé. C'est un point, c'est une multiplication, puisque c'est l'exponentielle, c'est une puissance. Donc ça, je vais le prendre comme un cas. Et j'aurai k exponentielle moins t sur t. Maintenant, on passe à la solution générale. La solution générale, c'est la solution particulière plus la solution sans second moment. Celle-là, v seconde. Donc, c'est fait v' plus v seconde. Donc, ça me donne v de t est égal à e, la solution particulière, plus la solution sans second moment. Celle-là, k exponentielle moins t sur rc. K, bien sûr, est déterminé par la condition initiale. A t est égal à 0. On avait dit que v de t est égal à 0, car le condensateur est déchargé. Donc, 0 qui est égal à E est égal à K plus K exponentielle de 0, c'est 1. Donc, K est égal à moins E.
K plus E est égal à 0, donc K est égal à moins 1. Donc V de t, c'est la solution particulière E plus K qui est devenu moins E exponentielle moins t sur temps. Donc ça donne E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur S. Donc ça c'était la question 25. La question 26, calculez alors le temps d'acquisition et comparez-le avec celui trouvé en question 22 pour la même valeur de la capacité de maintien CH. Donc on avait dit que le temps d'acquisition c'était 3R fois CH. Donc je connais R, c'est 600. Je connais CH, c'est 30. C'est ça? Oui, le CH. 600. CH, c'est 10 nanofarads. Donc 10 multiplié par 3, ça fait 30. 600 ohms. Nano, c'est 10 moins 9. Donc ça me donne bien 18 microsecondes. Valeur proche de la valeur de ce débit constructeur qu'on a déjà calculé à la question 22, qui est égale à 20, euh, 20 microsecondes. Voilà. Donc, donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire ça dans une autre vidéo. Voilà.